je vais parler rapidement. Oui, donc je vais parler sur deux choses. La fonctionnalisation de silice, je vais rapidement vous montrer ce que c'est. Et ensuite, je passerai directement sur les nanoparticules qu'on va fabriquer pour traiter un certain nombre de cancers. Dans ce cas-là, moi, je vous montrerai que le cancer du sein. D'accord ? Alors, je passe rapidement là-dessus aussi. Vous l'avez vu plusieurs fois ce matin, présenté de manière différente. C'est juste, dans mon cas, la silice ou des oxydes métalliques, vous faites une hydrolyse condensation, vous obtenez la silice. Okay ? Et grâce à la méthode Sol-Gel, vous pouvez... Donc, grâce à la méthode Sol-Gel, vous pouvez faire du process. Donc, vous pouvez faire de la mise en forme, des monolithes, des poudres, des revêtements, des films, et vous pouvez même éventuellement faire... Attendez, je ne sais plus où je suis. Bon, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez, là, je saute, c'était les nanoparticules que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est juste pour faire un clin d'œil à François Ribot et à Clément, qui avaient défini au moment où je commençais à travailler sur les silices hybrides, 90, je crois, que c'était 94, donc j'ai commencé 3-4 ans avant, où ils avaient défini la classe A et la classe B, la classe 1 et la classe 2 des matériaux hybrides. Donc classe 1, il n'y a pas de liaison forte, d'interaction forte. Classe B, c'est des liaisons covalentes, donc plus fortes. Je vais travailler plus là-dessus, sur le classe 2, et je vais vous donner les exemples, comment on peut fonctionnaliser la silice. Donc il y a deux grosses méthodes de fonctionnalisation. La première, c'est que les gens utilisent le plus, c'est le grafting, le greffage. Donc vous prenez une surface qui est pleine de silanol généralement, et donc vous faites une condensation avec un alkoxysilane qui est fonctionnel, avec un groupement sphérique qui est l'organique, et donc vous fonctionnalisez votre surface. Ensuite, vous pouvez faire du sol-gel, donc en partant d'un organosilane que vous pouvez par exemple mélanger avec une chose de silice, le théos, et vous obtenez une silice hybride qui est comme ça. Et donc dans ce cas-là, vous avez une distribution qui n'est pas forcément régulière au sein de la silice, puisque entre le tétraéthoxysilane et le tritoxysilane, il y a forcément de la cinétique différente, et donc vous pouvez avoir des problèmes de ségrégation de phase. Dans ce cas-là, nous, on a adopté notre système qui est toujours qui comporte toujours des organosilanes, et donc en partant des groupements, on met plus de fonctionnalités alkoxysilane sur l'organique pour arriver à faire des systèmes pontés. En anglais, on dit bridge-cis-skioxane. Et donc, par hydrolyse condensation de ce système-là, vous obtenez un hybride où l'organique est bien ancré au sein de la matrice de silice. Donc, j'espère que Cédric ne sera pas content. Peut-être que je change la matrice, maintenant je la rends hybride. Okay. Donc, cette hybride, l'organique, elle a ses propriétés, on peut les exploiter. Ça peut être des ligands, ça peut être des propriétés optiques, on verra un petit peu. Ça peut être aussi, on a parlé de la catalyse rénale, on en a fait aussi, j'en parlerai pas aujourd'hui. Mais aussi, on peut aussi jouer sur une autre propriété de cet organique, c'est les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, une interaction qui peut être intramoléculaire. Donc, si vous avez cette chance-là, vous pouvez, dans ce cas-là, au lieu d'avoir quelque chose qui est désorganisé, je ne dirais pas amorphe, comme disait le professeur Louis, non, c'était le professeur Fretzel, ce matin, je dirais, désorganisé, allez. Et là, dans ce cas-là, on peut faire une silice structurée, on peut l'organiser grâce aux organiques qui vont interagir entre eux, auto-assemblage qu'on avait parlé tout à l'heure. Et pour vous faire plaisir, j'ai mis, c'est pour ça que c'était depuis 12h45 ou 14h45, j'ai rajouté cette diapo pour montrer qu'on peut faire de l'auto-assemblage si on rajoute le groupement d'auto-assemblage qui sont les urées, qui sont donneurs et accepteurs de liaisons hydrogène. Et grâce à ça, on peut faire ce type d'auto-assemblage. J'ai mis ici une molécule chirale, vous en parliez, organique. Donc la chiralité est là. Ça existe sous forme de 2 diastéréoisomères, RROSS. J'ai mis également des systèmes linéaires, rigides ou flexibles, qui deviennent rigides après, par la suite, pour essayer d'organiser ces matériaux-là. Et rapidement, je vous montre que grâce à la chiralité de ces molécules, on peut faire une hydrolyse acide et obtenir des fibres qui sont hélicoïdales. Et suivant l'énantiomère, vous avez soit l'hélice gauche, soit l'hélice droite. Je pense que c'est un peu... Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas de la silice, c'est de la silice hybride. Okay. On peut également obtenir quelque chose de cristallisé. Donc, partant de ce système-là,
vous obtenez des cristaux qui sont comme ça, des cristaux là c'est la microscopie optique, microscopie à balayage et microscopie à transmission. Ce que vous voyez là, c'est sur la tranche de ces matériaux, et cette tranche-là vous montre des stries, et ces stries sont de l'ordre, il y a une séparation de l'ordre de 20 angstroms, et ces 20 angstroms correspondent à la distance silicium-silicium de ce noyau aromatique avec tout ce qui est organique là-dedans. Donc ce qu'on voit là, c'est vraiment l'espacement organique. Donc ça, tout ça c'est pour fermer. Je veux juste rajouter une dernière chose. On avait parlé d'assemblage et il manque quelque chose, et d'interaction moléculaire. On peut aussi faire des pontons en jouant sur les propriétés de reconnaissance moléculaire. On en a vu ce matin aussi. Donc, je donnerai un exemple là-dessus pour nos nanoparticules. Ensuite, dernier point, on en a beaucoup parlé. Cédric vient d'en parler, des mésoporeux. Dans notre cas, ça va être des silices mésoporeuses hybrides, et que j'appellerai dans ce cas-là, quand c'est pontant, j'appellerai des PMO, donc Periodic Mesoporous Organosilica. On va utiliser ça aussi. Donc, c'est des méthodes de fonctionnalisation que nous, on a mis au point, que d'autres aussi ont mis au point, et que nous avons utilisées pour fonctionnaliser, dans notre cas, des nanoparticules, qu'elles soient mésoporeuses ou denses. Okay. Donc voilà, je passe maintenant à cette partie-là. Juste pour revenir à ce que nous montrait Cédric, l'effet EPR. Donc, lorsqu'on regarde cette image, on voit deux types de cellules, des cellules saines qui sont en vert et les cellules cancéreuses qui sont là. Et en fait, ce qu'on voit là, il y a des fenêtres endothéliales qui sont régulières et petites lorsqu'on a les cellules saines. Lorsqu'on a les cellules cancéreuses, ça crée des défauts, et ce qui fait que ces espacements-là vont gonfler, vont s'ouvrir. Et donc, les nanoparticules, si on arrive à bien les préparer, des tailles bien correctes, pour pas que ça passe dedans, on va favoriser donc endocytose ou ciblage passif. On va pouvoir cibler ces cellules tumorales. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, alors, ce que je n'ai pas dit aussi, je vais juste revenir en arrière, c'est qu'au sein le vaisseau sanguin, on le sait, est à pH quasiment neutre, 7,4. Ça, c'est très important parce que je vais vous montrer un système pH sensible, et grâce à ce système pH sensible, on va pouvoir non seulement faire voyager, entre guillemets, le transporteur là-dedans, puisque c'est pH 7, il n'est pas sensible à pH neutre, mais dès qu'il va rentrer dans le système, dans tout ce qui est cellules cancéreuses, là, vous voyez, il va avoir de l'acidité, et il est pH sensible, donc il craint l'acidité. Normalement, il va s'ouvrir, il va relarguer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est ce que moi j'appelle le système autonome pour délivrer, par exemple, le médicament. Donc voilà, c'est ce que je vais vous montrer, l'endocytose et compagnie. Celui-là aussi, on l'a vu, je passe rapidement, c'est ce que Cédric montrait, la taille, et également tout ce qu'il avait dit. Donc je passe, c'est-à-dire protection de ce qui est hydrophobe, qui permet de transporter la drogue, et des capacités de petite cytotoxicité. Ce que j'ai montré aussi, c'est comment on va pouvoir relarguer sur on demand, je n'ai plus le mot, sur commande, notre médicament. Donc pour ça, d'abord, comment on fait nos nanoparticules? La plus simple, c'est ce qui est connu de la littérature. Vous prenez la chose de silice, vous faites en présence d'un surfactant, c'est ce que, à nouveau, on vient de voir, vous faites la silice mésoporeuse, et grâce à ça, on va pouvoir greffer. La première méthode que j'avais dit, on va pouvoir greffer notre système fonctionnel pour faire, après, par la suite, vous verrez notre bouchon. Ensuite, vous pouvez faire également des cohydrolyses, donc soit un ponton, soit même pas forcément important avec la silice, pour obtenir des PMO, enfin pas vraiment des PMO, mais c'est un mélange de silice et de PMO. Et vous pouvez également mélanger deux types de pontons pour faire des PMO mixtes. On va pas, enfin on en a fait, je ne décrirai pas là-dedans. Tout ce je montrerai, c'est un mélange de pontons et un mélange de monosilidés. On verra ça par la suite pourquoi. OK. Donc voilà. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est premièrement comment on va fonctionnaliser notre système, prendre des nanoparticules mésoporeuses
hybride, le rendre hybride, c'est-à-dire et après ensuite le fonctionnaliser, rentrer des médicaments, le boucher, et après essayer de le transporter jusqu'aux cellules cancéreuses et après le déboucher de manière autonome dans ce cas-là. Ensuite, l'autre partie, qui sera la dernière partie, c'est d'utiliser, on a vu, c'est mademoiselle Carole Aimé qui avait parlé du biphotonique. On va utiliser ce système-là justement pour activer notre nanoparticule. Et on verra par la suite, je vous l'expliquerai. Et entre les deux, je donnerai rapidement ce qu'on a vu, un système cœur coquille, entre guillemets, pas forcément que cœur coquille, où on peut faire je ne dirais pas de la théragnostique, j'entendais ce midi Terra Magique, donc ce sera de la thérapie et de l'imagerie aussi, éventuellement. Hein. Donc voilà, ça c'est notre port qui est représenté ici, c'est le premier qu'on va faire, un système autonome, pH sensible, et donc à travers de cette nanoparticule, je représente ici un port, on va greffer des tiges là-dessus, rappelez-vous, reconnaissance moléculaire, et ensuite on remplit les molécules, donc qui peut être un colorant, on verra après, ou le médicament, et on bouche le système. Voilà, donc on prend un gros cycle là, on va boucher le système. pH 7, donc ça ne bouge pas. Et dès qu'on va passer en pH acide, là, normalement, on casse les liaisons hydrogènes et on devrait relarguer les molécules. Donc voilà, le système qui est la tige, c'est là, c'est un système pontant, bicylidé avec un dérivé triazine, trismélamine, enfin un mélamine, qui reconnaît ce système accepteur de accepteur, qui est l'uracile, qui lui est greffé sur une cyclodextrine, un gros bouchon, comme on dit, pour essayer de faire pour notre système. Donc voilà le matériau qu'on va rajouter avec le MCM41, on en a parlé aussi. On fait la tige, et là, on caractérise tout ça par infrarouge, puis RMN et également en thème. On voit bien que c'est des nanoparticules mésoporeuses de taille que nous recherchons, de l'ordre de 50 à 100 nanomètres. La RMN du silicium montre que la tige est bien greffée, c'est les signaux qui sont là. Et ce que vous voyez là, il y a les trois systèmes. Donc le P1, c'est le précurseur qui est là, donc en bleu, vous voyez son signal. Et ensuite, le MCM41, il n'y a pas d'organique, donc grosso modo, c'est vide, à part la silice qui sort par là. Et finalement, lorsqu'on greffe, on voit en rouge qu'apparaît la tige qui est là. Donc, pour montrer qu'on arrive bien à greffer ces systèmes-là. Et donc, voilà le principe. Donc, on met la tige, on remplit dans l'eau, on met en suspension dans l'eau et les systèmes, et après, on bouche. Donc, les systèmes qu'on a pris, on a pris 2 chromophores. J'en parlerai que de la rhodamine, et on a pris aussi un médicament qui est la camptothecine. Ok, voilà. Donc, rapidement, vous montrer le dispositif qu'on a utilisé. Et ça a été fait à UCLA chez le professeur Jeff Zink, donc qui a ce dispositif chez lui. On prend une cuvette, on met l'échantillon là, un petit barreau aimanté avec une très très faible agitation, et après on fait venir le laser, et après on peut collecter tout ça. Et grâce à l'acidité qu'on va rajouter là, en principe, on va déboucher notre bouchon, on va enlever le bouchon, et le colorant, dans ce cas-là, devrait sortir. On doit pouvoir mesurer par laser, doser ces molécules. Donc voilà, donc on a testé ça à plusieurs pH, acide, 3, 4, 5, 6, et comme vous pouvez le voir, on relargue à toutes les acidités qui est là, même jusqu'à 6, ce qui est très intéressant, parce que dans les lysosomes, on les a de 4 à 6, 5, grosso modo. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut voir pendant 1 heure, on laisse tranquillement à pH neutre, il n'y a pas de relargage, il n'y a pas de relargage prématuré, aucune molécule ne sort, pas de coloration ni rien, hein, ce qui est très, 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 très intéressant pour nous. Et donc, voilà, et par la suite, donc, on teste ça. Voilà, on va essayer d'évaluer ça, voir comment ça s'internalise. Donc, tout simplement en mettant un chromophore là-dedans comme molécule cargo. Et ensuite, on verra par la suite comment on peut valider tout ça en mettant la camptothecine. Donc, le colorant, c'est la rhodamine B qui est là. Donc, on rentre. Et comme vous pouvez voir directement, je passe directement aux images, hein. Là, c'est tout simplement le contrôle. Il n'y a pas de nanoparticules, tout simplement. Et lorsqu'on met le colorant avec les nanoparticules,
on voit très bien apparaître non seulement les colorants qui sont dans les lysosomes, mais on voit que ça s'est très bien réparti, ce qui veut dire que le bouchon s'est ouvert à ce moment-là, et donc ça s'est complètement relargué dans tout le système, dans toutes les cellules dans lesquelles ils ont été confrontés. Donc, ensuite, bien sûr, on passe à la camptothecine. Donc, si on prend la camptothecine, ce qui est en vert là, c'est la camptothecine elle-même. Donc, on voit son résultat. Si on ne met pas, on prend la nanoparticule sans camptothecine, il n'y a rien. Donc, si ce n'est que des signaux quasiment à 0%, enfin 100% de mort cellulaire. Et après, lorsqu'on prend la nanoparticule, on voit qu'au bout de 60 minutes, on arrive quasiment à la même enfin, c'est pas 60 minutes, excusez-moi, c'est 72 heures, mais c'est 60 microgrammes par millilitre, on arrive au même résultat. Mais ce qui est intéressant là, non seulement on arrive au même résultat, mais dans ce cas-là, on met 10 fois moins de camptothecine que lorsqu'on a utilisé la camptothecine lui-même. Ok, donc ça c'est le premier système. Je passe au second rapidement. C'est utiliser des 6-esquioxane pontants. Donc je vais vous montrer comment on peut faire des danses aussi. Donc grâce à ça, on a utilisé ce système qui absorbe des biphotons, qui peut accepter ça. Donc grâce à ce système qui est là. Et on parlait de chimie clique, en fait on a fait ça par chimie clique en ayant des alcynes puis des azotures silylées. Donc on peut obtenir ce système-là. Et on en fait un BS, mais qui est dense. Il n'y a pas de mésoporosité. On n'a pas mis de tensioactif ici. Hein. Donc c'est complètement dense. Et alors, ce qu'on fait, donc on fait la BS, qu'on appelle BS NPS, nanoparticules, où on peut partir des nanoparticules d'or et ensuite faire pousser le BS dessus. Donc on appelle AU@BS. Et après, celui-là, on peut traiter par des nanoparticules d'or et ça va décorer à l'extérieur ces systèmes-là. Et donc, tout simplement, on va juste les tester par biphotonique, par irradiation biphotons. Et on va voir que celui-là va réagir, il va donner son système, et on verra qu'il y a un système dû aux nanoparticules métalliques qui aura un système d'exaltation qui permettra de faire de meilleures images, de meilleurs contrastes. Donc voilà, vous avez les caractérisations par microscopie à transmission, le BS tout seul, le BS qui est décoré de nanoparticules d'or, le BS qui est préparé d'abord, qu'on a fait pousser sur des nanoparticules d'or. Et donc, confirmation que c'est bien que de la silice hybride, il n'y a pas de silice qui est formé, hein, donc c'est que des systèmes dus au carbone silicium 3 oxygènes, hein, donc qui sont là dans les deux cas. Donc, j'ai appelé ça ici. Donc, vous avez les résultats là, rapidement. Ces systèmes-là, une fois qu'on a fait ça, j'ai donné simplement cet exemple-là, pas décoré là. Et lorsqu'on applique le biphoton, donc vous voyez, ça se révèle. Et ici, ça se révèle davantage. Et on le voit ici avec la section efficace d'absorption qu'on peut mesurer. Et donc ici, vous le voyez à 140 dû à la molécule organique. Et lorsqu'il y a les nanoparticules métalliques ici, ça double la valeur. Et c'est la même valeur quasiment qu'on trouve avec ceux qui sont décorés à l'extérieur. Et donc on peut faire de meilleures imageries, donc meilleur contraste ici. Non seulement ça, mais on peut aussi montrer que grâce à ça, on a un effet aussi positif au niveau de la mort cellulaire, dans les mêmes conditions. Ici, grâce à l'effet biphoton, donc on a une mort cellulaire qui descend jusqu'à 20%, alors qu'ici, ça descend quasiment jusqu'à 5-10%. Hein. Il y a des cas même où on est descendu jusqu'à quasiment 0%. Voilà, je passe au dernier système. Dernier système qui est un peu plus compliqué, c'est un système que j'appelle mécanisé. On va utiliser le biphoton pour essayer de faire du mouvement au sein de nos nanoparticules, qu'on appelle des nano-impellers, je vais vous montrer. Donc ça, c'est déjà fait par Jeff Zink depuis 2008. Hein. Donc il est parti avec des azabenzènes, ce système-là, et grâce à ce système-là qu'on va voir de suite, il peut faire des mouvements en irradiant. Donc vous passez de l'isomère trans à l'isomère 6, et ça permet d'avoir un mouvement, ça permet d'avoir ce mouvement-là, donc vous ouvrez, et ça permet non seulement de libérer
de permettre les molécules de partir plus facilement, mais également ça crée un mouvement et donc ça évacue les molécules plus facilement. Donc ça a été fait avec monophotonique. Il y a mademoiselle Aimée qui disait très bien que, j'ai la même photo d'ailleurs, on va le voir, qui montrait, voilà, au niveau monophotonique, oui, par rapport au multiphotonique, le biphotonique ici, qui est très localisé. Là, par contre, c'est très surfacique. Le problème avec ça, c'est que lorsque vous allez irradier avec, vous le savez, vous allez abîmer complètement toutes les surfaces qui sont à côté aussi. Alors que là, c'est très focalisé. On arrive à pénétrer davantage aussi. Et donc, ça permet, et en plus, c'est compatible avec tout ce qui est cellules humaines et cellules animales aussi. Donc, c'est la bonne fenêtre. Et donc, on va utiliser ce système-là pour améliorer justement le mouvement dans les nanoparticules. Alors, l'idée, donc, c'est pareil, d'arriver à faire rentrer les nanoparticules qui portent ces systèmes biphotoniques, les faire rentrer préférentiellement dans les cellules cancéreuses et ensuite appliquer par la suite le 2 photons pour essayer de tuer la cellule. Mais l'idée est beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire, vous avez vu qu'on pouvait faire des PMO, c'est ce que je disais. Donc, on va utiliser ce système qu'on a fabriqué, un ponton, qui va être dans les murs. Et après, comme Jeff Zinc, on va prendre quelque chose qui est monocellulé, qui est l'impeller, qu'on va co-hydrolyser en présence d'un tensioactif. Il va être pendant dans les pores. Et après, grâce à ça, on va pouvoir activer, irradier cette partie-là. Et on va essayer de faire du transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie, en espérant, enfin on l'avait visé, que ça puisse se transférer de celui-là à celui-là, afin que lui commence à bouger. Donc on est du biphotonique, plus de monophotonique, qui permet de faire bouger ce système au sein des nanoparticules. Donc voilà. Voilà. Hein, donc, voilà, on le voit ici. Le principe, l'organique que j'appelle le fluorophore, auquel on va lui donner le biphoton, qui va l'absorber, et après il va réémettre la fluorescence, et cette fluorescence sort quasiment dans la zone justement d'absorption de l'azobenzène, et qui donc va permettre à cet azobenzène de commencer à faire son mouvement pour libérer le système. Donc là, c'est la section efficace d'absorption qu'on retrouve dans le matériau. Voilà, donc on a fait trois matériaux. Un où il n'y a que le fluorophore, je ne vais pas en parler, ce n'est pas le plus intéressant. Les deux les plus intéressants, c'est ces deux-là qu'on va comparer. Un où il n'y a que le diazabenzène, c'est-à-dire l'impeller, et l'autre où il y a les deux systèmes, c'est-à-dire le fluorophore et l'azabenzène dans les pores. Et on va comparer ces deux-là, voir comment ils vont agir. Donc voilà les caractérisations. Donc que l'azabenzène, c'est des espèces de nanorods. Ici, avec le fluorophore, ça commence à devenir sphérique, un peu sphérique aussi, dans le cas du mélange fluorophore et azabenzène. Et donc là, rapidement, juste pour vous montrer ce qui nous intéressait, c'est d'essayer de voir comment ça pouvait tuer les cellules cancéreuses du sein. Et donc, avec le système qu'on a dit, on a utilisé de la camptothecine, et donc la méthode de stimuli vient de cet appareil de microscopie confocale qui permet donc d'envoyer les 2 photons pour activer les nanoparticules. Et donc, comme vous pouvez voir là rapidement, je termine là-dessus, si vous prenez, ça c'est simplement le contrôle, lorsque vous prenez le système que de l'azabenzène, vous activez, il n'y a rien qui se passe. Mais lorsque vous prenez le mélange azabenzène et fluorophore, vous voyez très bien qu'on commence, l'irradiation est en rouge bien sûr, vous voyez très bien qu'il y a mort cellulaire, qu'on commence à voir ici, et on peut voir aussi rapidement les résultats. Voilà, je crois que j'ai terminé. Je vais juste rapidement vous rappeler ce que j'ai parlé, une fonctionnalisation que vous avez vue, qu'on a utilisée pour faire fonctionnaliser nos nanoparticules, application en nanomédecine, pH sensible de photons. On a fait autre chose. On avait parlé de dégradabilité. On a des systèmes qui se dégradent aussi par système
soit pH sensible, soit aussi par photon. Et on a aussi des nouveaux systèmes où on peut maintenant calibrer nos nanoparticules. Je ne terminerai pas sans avoir remercié Clément pour m'avoir invité ici. Je rappellerai que ces travaux, et je remercie ces étudiants-là, enfin à l'époque des étudiants, maintenant ils sont tous docteurs, Guillaume qui avait commencé à l'époque, on travaillait en collaboration avec ici Christian Bonhomme et Florence Babonneau pour mettre en évidence ces systèmes de liaison hydrogène, donc de reconnaissance moléculaire. Et c'est grâce à ça qu'on est parti là-dessus. Laurent Fertier, qui était postdoc, avait continué. Et ensuite, Christophe et Simon ont continué à travailler sur ces nanoparticules à pH sensible autonome. Et il y a Ashraf Noureddine, qui vient de terminer sa thèse, lui a travaillé sur les systèmes mécanisés, de même que Jonas Croissant, qui maintenant est actuellement en Arabie Saoudite, mais il ne va pas tarder à rejoindre UCLA chez Jeff, qui avait développé tous ces systèmes biphotoniques avec Jean Olivier comme co-encadrant. Je remercie également les gens, les biologistes de Montpellier, grâce à qui on a pu faire toutes les évaluations de nos particules sur les cellules, et aussi Jeff Zink, parce que non seulement Jonas et Christophe Théron et aussi Ashraf sont partis chez lui travailler pendant 3 mois, et également en collaboration avec Fuyut Tamanoy, le biologiste qui collabore avec Jeff là-bas. Je remercierai aussi vivement Carole Carcel, qui est maître de conf dans mon équipe, et Xavier Catoen, qui est chargé de recherche, qui était aussi dans mon équipe, mais maintenant il est parti à Grenoble, grâce à qui on a développé par chimie clique tous ces systèmes pontants, photoluminescence aussi et catalyse aussi. Carole s'est occupée de tout ce qui est reconnaissance moléculaire. Et enfin, je remercierai aussi les gens de Bordeaux, Mireille Blanchardès, qui a l'appareil biphotonique, avec Émilie Génin et Olivier Mongin, qui est encore à Rennes, qui lui est le spécialiste justement de ces mesures-là. Et je terminerai en vous remerciant tous mais il n'apparaît pas, mais ce n'est pas grave. Donc je voulais vous remercier pour votre attention. Voilà, j'ai fini.